Et les gars, avez-vous déjà pensé que la vie d'empereur romain était synonyme de luxe et de plaisir? Eh bien, préparez-vous à voir cette bulle éclater comme un ballon lors d'une fête d'enfants. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie de Valeria Messaline, la femme qui a transformé le pouvoir absolu en une obsession sexuelle si extrême que même les Romains, qui, on le sait, n'étaient pas vraiment prudes, disaient « Tiens, c'est complètement hors de contrôle ». Et les Romains avaient la barre très haute en matière de. Il s'agit de scandales. Avant de vous installer confortablement avec votre café ou quoi que ce soit d'autre, aimez ce contenu historique si vous appréciez sa pureté, sans romantisme ni édulcoration. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ceci et si vous pensiez connaître les figures les plus scandaleuses de l'histoire, car après cela, vous allez complètement repenser votre définition des excès du pouvoir. Maintenant, tamisez les lumières, installez-vous confortablement, fermez la porte si vous vivez avec des personnes conservatrices, et préparez-vous pour un voyage au cœur corrompu de l'Empire romain, où sexe, pouvoir et trahison se mêlaient comme du poison dans une coupe de vin doré. Rome, 38 après Jésus-Christ. Imaginez un instant que vous vous réveillez sur le mont Palatin, la colline sacrée où vivent les empereurs. Il est tôt le matin, mais l'air est déjà lourd et étouffant. L'odeur de l'encens coûteux se mêle à la sueur de milliers d'esclaves qui ont travaillé toute la nuit. On entend le murmure constant de la ville la plus puissante du monde connu, ses millions d'habitants se déplaçant comme des fourmis dans une gigantesque fourmilière. Mais on entend aussi autre chose. Des rumeurs, toujours des rumeurs, des murmures qui courent dans les couloirs de marbre comme des rats dans l'obscurité. Car à Rome, les rumeurs, ce n'étaient pas que des ragots de quartier sur qui avait divorcé ou qui fréquentait qui. C'étaient des armes politiques aussi acérées que des poignards, capables de renverser des dynasties entières ou d'élever un inconnu au pouvoir absolu. Et la femme dont nous allons parler aujourd'hui est devenue la protagoniste des rumeurs les plus folles, les plus obscènes et les plus dangereuses jamais répandues dans ces rues pavées baignées de sang de gladiateurs. Vous parcourez ces couloirs impériaux, et chaque esclave que vous croisez a vu des choses qui laisseraient sans voix un scénariste Netflix moderne. Chaque sénateur qui vous accueille avec un sourire poli a participé à des actes qui défient non seulement la morale romaine traditionnelle, mais aussi la logique politique la plus élémentaire. Êtes-vous prêt à rencontrer la femme qui a fait passer l'empereur Claude lui-même au oui, celui qui bégayait, bavait et traînait les pieds hauts pour une sainte vierge en comparaison? Car Messaline a non seulement enfreint toutes les règles du jeu politique romain, mais elle les a piétinées en talons hauts alors qu'elle se produisait dans le palais impérial même, défiant ouvertement les traditions les plus sacrées de la civilisation la plus puissante que le monde ait jamais connue. Ce n'est pas l'histoire d'une femme maléfique qui détruisait par plaisir. C'est bien plus complexe et dérangeant que cela. C'est l'histoire de ce qui se produit lorsqu'un esprit brillant, une beauté extraordinaire et un pouvoir illimité se combinent chez une personne qui ne connaît aucune limite, qu'elle soit morale, politique ou physique. Permettez-moi de vous présenter officiellement Valeria Messaline, mais pas comme ces biographies ennuyeuses que l'on peut lire sur Wikipédia. Plongeons-nous dans son univers réel, avec tout le sang, la sueur et les larmes qui accompagnent sa naissance dans l'aristocratie romaine du 1er siècle. Née vers 17 ou 18 après Jésus-Christ, cette femme n'était pas n'importe quelle femme, venue de nulle part, au pouvoir grâce à la chance ou à un mariage heureux. Non, non, non. Messaline avait du sang impérial qui coulait dans ses veines comme de l'or liquide. Elle était l'arrière-petite-fille d'Octavie, la sœur d'Auguste lui-même, le fondateur de l'Empire. Comprenez-vous ce que cela signifie en termes romains? Imaginez que non seulement elles sont des cousines éloignées de la famille royale britannique, mais que leur arrière-grand-mère était la sœur de George Washington, Napoléon et Alexander Hamilton réunis à Rome. Posséder cette généalogie équivalait à un accès VIP permanent, non seulement aux cercles les plus exclusifs du pouvoir, mais aussi à la table même où se jouait le destin de 60 millions de personnes. Enfant, Messaline a grandi dans le luxe, mais aussi dans un danger constant. On grandit dans une famille où les proches meurent empoisonnés au cours d'un dîner, où les alliances changent plus vite que la mode, et où un seul commentaire erroné peut signifier que demain, votre tête ornera une pique sur le forum romain. Son enfance s'est déroulée sous les règnes de Tibère, puis de Caligula. Pour faire une. Ayant perdu la situation de vue, Tibère se retira à Capri, où, selon la rumeur, il se livra à des activités sexuelles si extrêmes que les historiens romains,
peu connus pour leur pudibonderie, préférèrent taire les détails. Et Caligula, eh bien, Caligula coucha avec ses sœurs, se proclama Dieu vivant et nomma son cheval consul. Dans ce contexte, une fille comme Messaline n'a pas grandi en jouant à la poupée et en apprenant à faire du surf. Elle a grandi en observant comment le pouvoir absolu pouvait transformer n'importe qui en monstre ou en divin, selon le point de vue. Mais voici la partie vraiment intéressante, et je veux que vous y prêtiez attention, car c'est la clé pour comprendre tout ce qui suit. Messaline épousa Claude alors qu'il était encore considéré comme l'idiot utile de la famille impériale. Oui, ce même Claude qui deviendrait plus tard empereur presque par accident cosmique. Imaginez la scène du mariage. Elle, une jeune femme d'une vingtaine d'années, belle, intelligente, avec des relations politiques pour lesquelles on tuerait. Lui, un homme âgé avec une boiterie visible, bégayait lorsqu'il était nerveux et sa propre famille le tenait à l'écart des cérémonies publiques, le considérant comme une honte ambulante pour le prestige impérial. Vous assistez à la cérémonie de mariage à regarder cette déesse romaine échanger ses vœux avec quelqu'un qui ressemble plus à l'étrange oncle de la famille qu'à un futur empereur. Qu'en penseriez-vous? Probablement qu'elle avait perdu la mise à la loterie du mariage romain, non? Mais ils avaient tous tort, car le destin, ce fils de pute capricieux, en avait décidé autrement. Lorsque Caligula fut assassiné en 41, car oui, c'est ainsi que de nombreux empereurs romains se retrouvèrent avec plusieurs couteaux plantés entre les côtes, la garde prétorienne trouva Claude caché derrière des rideaux du palais, littéralement caché, tremblant comme une feuille, espérant que les assassins ne le trouveraient pas. Les prétoriens le regardèrent et dirent, eh bien, il nous faut un empereur. Celui-ci est de la famille impériale et semble suffisamment inoffensif pour ne causer aucun problème. Ce sera notre empereur. Soudain, en une nuit sanglante, Messaline passa du statut d'épouse d'un cousin étrange et marginalisé à celui de femme la plus puissante de tout l'Empire romain. Elle avait 23 ans. 23 ans, les gars. À 23 ans, ma plus grande inquiétude était de choisir quelle pizza commander pour le dîner. Savez-vous ce que fait une femme de 23 ans lorsqu'elle obtient soudain un pouvoir absolu sur 60 millions de personnes, le contrôle de l'armée la plus puissante du monde et un accès illimité aux richesses de chaque province, de la Grande-Bretagne à l'Égypte? Eh bien, la plupart d'entre nous aurions probablement été occupés à porter des robes coûteuses, à organiser des dîners raffinés et peut-être à construire quelques temples en notre nom pour la postérité. Messaline avait d'autres projets, des projets qui auraient fait passer Caligula pour un enfant de cœur en comparaison. Mais avant d'entrer dans les détails croustillants, permettez-moi d'expliquer le contexte politique, car il ne s'agit pas seulement d'une histoire d'excès sexuel, c'est une leçon magistrale sur la façon dont le pouvoir fonctionne réellement lorsqu'il n'y a pas de limites institutionnelles. L'Empire romain de 41 après. Jésus-Christ était une gigantesque machine bureaucratique fonctionnant grâce à un réseau complexe de faveurs, de pots de vin, de chantage et d'alliances matrimoniales. L'empereur ne gouvernait pas seul, assis sur un trône et donnant des ordres. Il s'appuyait sur un réseau de personnes contrôlant des aspects précis du pouvoir. Les prétoriens assuraient la sécurité, les libertins l'administration, les sénateurs maintenaient la légitimité traditionnelle et les généraux contrôlaient les légions. Salina le comprit immédiatement. Tandis que Claude se consacrait aux tâches cérémonielles du pouvoir, inauguration des aqueducs, réception des ambassadeurs et vérification des comptes impériaux, elle commença à bâtir son propre réseau d'influence. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, du point de vue du pouvoir réel. Messaline a découvert qu'à Rome, le sexe n'était pas seulement une question de plaisir personnel, c'était la monnaie d'échange politique la plus précieuse. Imaginez, vous êtes un sénateur ambitieux qui aspire à un poste lucratif de gouverneur de province. Traditionnellement, il fallait attendre des années, accorder des faveurs politiques et soudoyer les bonnes personnes, mais soudain, une alternative se présente. L'impératrice vous invite à ses soirées privées. Non seulement vous accédez directement au pouvoir, mais vous passez aussi une nuit incroyable. Ou alors, vous êtes un marchand qui a besoin d'une licence spéciale pour importer de la soie chinoise. Au lieu de traverser des mois de bureaucratie impériale, on peut obtenir cette licence en une seule soirée dans les appartements de Messaline.
C'était comme si elle avait inventé l'expérience ultime du réseautage politique, mais avec une composante sexuelle qui rendait les alliances beaucoup plus intimes et donc plus solides. Les historiens romains Tacite, Suétone, Diocasius nous apprennent que les fêtes de Messaline n'étaient pas simplement endiablées, c'étaient des réunions de pouvoir soigneusement orchestrées où se prenaient des décisions qui affectaient l'empire tout entier. En entrant dans l'une de ces assemblées nocturnes du palais impérial, l'atmosphère est un mélange enivrant de luxe et de décadence. Les murs sont couverts de fresques représentant des scènes de Dieu dans des situations, disons, compromettantes. Le sol en marbre est recouvert de pétales de roses importés de Perse qui collent à vos sandales lorsque vous marchez. Vous entendez des conversations en latin raffiné mêlées à du grec cultivé et à des dialectes de provinces lointaines. L'air est chargé de parfums exotiques nard d'Inde, encens d'Arabie, huile parfumée d'Égypte mais aussi de quelque chose de plus subtil, l'électricité du pouvoir royal qui change de main. Dans un coin, on voit un sénateur chevronné négocier le prix du grain qui nourrira Rome pour les prochains mois, tandis qu'un esclave gaulois lui masse les épaules nues. Dans un autre coin, un général discute des détails d'une campagne militaire en Germanie, tandis que deux danseurs syriens le divertissent avec des danses qui ne figuraient absolument pas dans les manuels militaires officiels. Mais le plus fascinant, c'est d'observer Messaline en action. Elle n'est pas seulement une hôtesse hédoniste, c'est une brillante politicienne qui comprend que chaque personne présente dans cette pièce représente un élément spécifique du puzzle du pouvoir impérial. Elle circule parmi les invités comme une abeille parmi les fleurs, mais chaque conversation a un but. Avec ce sénateur, elle évoque la situation dans les provinces de l'Est. Avec ce marchand, il négocie des routes commerciales qui profiteront au trésor impérial. Avec l'autre général, il planifie des mouvements de troupes qui consolideront le pouvoir de Claude. Et tout cela, tandis que le vin coule à flot, que la musique crée une atmosphère hypnotique et que la frontière entre plaisir personnel et stratégie politique s'estompe. C'était un monde totalement amoral, où le plaisir et le pouvoir se mêlaient comme l'huile et le vinaigre dans une salade romaine, créant quelque chose de plus puissant que la somme de ses parties. Entrons maintenant dans les détails que vous attendiez avec impatience, comme le titre de cette vidéo l'indique, mais je tiens à ce que vous compreniez que ce que je vais décrire n'était pas seulement un hédonisme débridé, c'était un système politique révolutionnaire déguisé en débauche. Messaline avait créé quelque chose d'inédit à Rome, un réseau de pouvoirs parallèles fonctionnant en dehors des institutions traditionnelles de l'Empire. Tandis que le Sénat se réunissait officiellement au Forum pour débattre des impôts et des lois, les véritables décisions se prenaient dans les appartements privés de l'impératrice, entre coupes de vin de Falerne et draps de soie chinois. Les chroniqueurs de l'époque nous livrent des détails si précis qu'il est impossible qu'il s'agisse de simples rumeurs exagérées. Pline l'Ancien, homme sérieux et méthodique, celui-là même qui mourut en prenant des notes lors de l'éruption du Besubo, nous raconte que Messaline alla jusqu'à rivaliser publiquement avec les prostituées professionnelles les plus célèbres de Rome pour voir qui pouvait coucher avec le plus d'hommes en une seule nuit. Et selon ses calculs méticuleux, elle a gagné après 25 combats consécutifs. 25 en une seule soirée. Les gars, j'en ai marre de faire 5 pompes d'affilée, et cette femme était là, battant des records olympiques d'endurance sexuelle tout en gérant la politique du plus grand empire du monde. Mais permettez-moi de vous brosser un tableau complet de la façon dont cela fonctionnait en pratique, car c'est bien plus sophistiqué qu'il n'y paraît. Imaginez une soirée typique au palais impérial à l'apogée du pouvoir de Messaline. Nous sommes en octobre 1946, et elle organise ce qui est officiellement décrit comme un dîner intime pour discuter de questions administratives. Vous arrivez au palais alors que le soleil se couche sur les 7 collines de Rome. Les gardes prétoriens vous reconnaissent et vous escortent à travers des couloirs embaumant l'huile d'olive et l'encens. Vous passez devant des statues de marbre valant plus que le budget annuel d'une ville de province. Vous arrivez au triclinium principal, mais ce n'est pas le dîner officiel auquel vous vous attendiez. Au lieu des traditionnels triclinia où les convives s'allongent pour manger, des coussins de soie sont disséminés au sol. L'éclairage provient de lampes à huile qui projettent des ombres dansantes sur les murs ornés de fresques représentant des scènes mythologiques assez explicites. Les invités ne sont pas seulement des sénateurs et leurs épouses. On y trouve des marchands syriens transportant des cargaisons d'épices, des banquiers juifs finançant des expéditions commerciales, des artistes grecs venus à Rome en quête de mécènes,
des gladiateurs affranchis ayant gagné leur liberté dans l'arène, et bien d'autres. Même quelques Gaulois et Germains, des barbares venus négocier des traités. On dirait une réunion des Nations Unies, mais en version romaine, et avec beaucoup moins de vêtements. Messaline apparaît vêtue d'une étole transparente qui, techniquement, correspond au code vestimentaire d'une matrone romaine, mais qui, en pratique, ne laisse guère de place à l'imagination. Ses cheveux sont coiffés avec la plus grande élégance, avec des perles de la mer Rouge entrelacées dans ses boucles. Mais ce qui impressionne vraiment, ce n'est pas son apparence physique, mais sa présence. Lorsqu'elle parle, tout le monde l'écoute. Lorsqu'elle pose une question, chacun rivalise pour répondre en premier. Lorsqu'elle sourit, la tension politique se dissipe. Lorsqu'elle fronce les sourcils, les sénateurs de haut rang commencent à transpirer. Le dîner commence relativement normalement. Olives, fromage de chèvre, vin coupé d'eau et de miel. Mais peu à peu, la conversation devient plus intime, le vin coule à flot et les frontières sociales traditionnelles s'estompent. Un sénateur, venu se plaindre des impôts dans sa province, finit par discuter de stratégie militaire avec un général tandis qu'une danseuse égyptienne lui masse les pieds. Un marchand qui avait besoin d'autorisation pour importer du papyrus d'Alexandrie conclut l'affaire en partageant un bain parfumé avec d'autres invités. Messaline orchestre tout cela tel un chef d'orchestre, veillant à ce que chacun obtienne ce dont il a besoin, mais aussi à ce que chaque faveur accordée crée une dette politique qu'elle pourra recouvrer ultérieurement. À l'aube, des contrats commerciaux valant des millions de pesos ont été signés. Des campagnes militaires visant à étendre les frontières de l'Empire ont été planifiées, et des alliances politiques ont été forgées pour maintenir Claudius au pouvoir. Pendant tout ce temps, les participants ont vécu une nuit de plaisir dont ils se souviendront toute leur vie. C'était brillant, pervers et absolument efficace. Mais attendez, ce que je vous ai dit jusqu'ici n'est qu'un aperçu. Le véritable génie du système de Messaline ne résidait pas dans les faits que tout le monde voyait, mais dans le réseau d'informations qu'il avait secrètement construit. Chaque personne participant à ces réunions devenait automatiquement une source de renseignements. Elle n'avait pas besoin de torturer qui que ce soit pour obtenir des secrets d'État. Elle n'avait pas besoin de corrompre des espions. Elle n'avait pas besoin d'infiltrer des agents dans les provinces. Les secrets lui parvenaient volontairement, murmurés en privé par ceux qui cherchaient à l'impressionner. Imaginez le pouvoir de l'information que cela représentait. Les gouverneurs provinciaux l'informaient des rébellions avant même que les rapports officiels ne parviennent à l'empereur. Les marchands lui livraient des détails sur les routes commerciales secrètes et les fluctuations des prix. Les généraux révélaient des stratégies militaires confidentielles. Les sénateurs confiaient leurs plans politiques les plus secrets. Et tout cela était transmis à Messaline au cours de conversations techniquement privées et informelles. Mais voici l'aspect le plus brillant et le plus terrifiant du système. Messaline ne se contentait pas de recueillir des informations, elle les utilisait pour manipuler les événements avant qu'ils ne se produisent. Laissez-moi vous donner un exemple précis, documenté par de multiples sources historiques. En 47, des rumeurs circulaient selon lesquelles des sénateurs complotaient contre Claude. Plutôt que de rapporter ces rumeurs directement à l'empereur, Messaline organisa une série de dîners intimes où elle invita séparément chacun des conspirateurs potentiels. Au cours de ces dîners, mêlant vin, séduction et conversation apparemment informelles, elle persuada chaque conspirateur de révéler non seulement ses propres plans, mais aussi les noms de ses complices, les détails du complot et la chronologie exacte de la conspiration. Mais au lieu d'arrêter immédiatement les conspirateurs, Messaline fit preuve d'une ingéniosité bien plus grande. Elle leur fournit de fausses informations sur les défenses du palais. Elle suggéra des modifications à leur plan qui le rendirent plus facile à détecter, et orchestra une situation où la conspiration fut découverte au moment même où elle serait le plus avantageuse politiquement pour Claude. En conséquence, Claude fut perçu comme un empereur vigilant et compétent, ayant décelé une dangereuse conspiration, alors qu'en réalité, Messaline avait contrôlé la situation depuis le début. Les conspirateurs ignoraient qu'ils avaient été manipulés. Ils furent exécutés, croyant avoir été victimes de la malchance ou d'espions traditionnels. Cette histoire illustre un aspect crucial de la méthode de Messaline. Elle n'utilisait pas le sexe uniquement pour obtenir des faveurs ou des informations.
Elle l'utilisait pour créer chez ses cibles un état de vulnérabilité psychologique qui lui permettait de manipuler leurs pensées et leurs actions. Vous êtes présent à l'une de ces fêtes, avec le sentiment d'être l'homme le plus chanceux du monde. Vous êtes entouré de luxe, vous avez accès au plus haut pouvoir de l'Empire et vous êtes séduit par la femme la plus belle et la plus intelligente de Rome. Votre garde est complètement baissée. Vous êtes détendu, euphorique, reconnaissant. Dans cet état d'esprit, lorsque Messaline vous pose une question apparemment innocente sur la situation dans votre province, l'opinion de vos collègues sénateurs ou les mouvements de troupes dans votre région, vous ne répondez pas simplement honnêtement, vous répondez plus en détail que d'habitude, car vous voulez l'impressionner, parce que vous voulez lui démontrer votre innocence. Que vous êtes important, car vous voulez qu'elle sache que vous détenez des informations précieuses. Et elle écoute chaque mot, se souvient de chaque détail, reliant chaque information à d'autres qu'elle a recueillies auprès d'autres sources. À 48 ans, Messaline possédait une carte mentale de l'Empire romain plus complète et plus à jour que n'importe quelle archive officielle. Elle savait quels généraux étaient mécontents de leur mission, quels gouverneurs volaient plus que d'habitude, quels marchands fraudaient le fisc, quels sénateurs préparaient des alliances et quelles tribus barbares envisageaient d'attaquer les frontières. Elle avait des espions involontaires aux quatre coins de l'Empire, et tous l'adoraient. C'était un réseau de renseignements sexuels à faire pleurer de jalousie les services secrets modernes. Mais comme tout système fondé sur la tromperie et la manipulation, il présentait une faiblesse fatale. Il fonctionnait si bien que Messaline commença à le croire infaillible. Nous en arrivons maintenant à l'un des aspects les plus documentés et les plus troublants de la vie de Messaline, son obsession de démontrer sa supériorité sexuelle sur les prostituées professionnelles de Rome. Et quand je dis documenté, je veux dire que nous disposons de multiples sources indépendantes confirmant ces événements. Il ne s'agit pas de rumeurs de couloir ou de propagande politique. Il s'agit d'événements dont suffisamment de personnes ont été témoins pour être consignés dans l'histoire officielle. Pour comprendre pourquoi ce scandale était si grand, il faut d'abord comprendre comment fonctionnait la prostitution à Rome. Contrairement à la prostitution moderne, cachée et stigmatisée, il s'agissait d'une industrie légale, réglementée et respectée. Les prostituées de haut rang, appelées catins, étaient des artistes du sexe qui allient beauté physique, éducation, culture et compétences spécialisées. Les plus célèbres de ces femmes étaient des célébrités. Elles étaient connues de tous, bénéficiaient de votes irrésistibles et gagnaient des fortunes comparables à celles des sénateurs fortunés. Elles constituaient l'élite de leur profession, et Messaline décida de leur faire concurrence. La compétition la plus célèbre eut lieu en 47 après Jésus-Christ dans un luxueux bordel de Subura, le quartier le plus célèbre de Rome. Messaline arriva sur place coiffée d'une perruque blonde et sous un pseudonyme. Elle se faisait appeler Lysiska, sans toutefois cacher complètement son identité. Elle voulait que les gens sachent qui elle était vraiment, car cela rendait la compétition plus humiliante pour ses rivales. Le bordel était un endroit incroyable. Imaginez un spa 5 étoiles moderne, mais exclusivement dédié au sexe. Il y avait des salles de bain parfumées avec eau courante, des pièces décorées de fresques érotiques d'artistes célèbres, des jardins intérieurs avec fontaines, et même une bibliothèque abritant des ouvrages à caractère sexuel d'auteurs grecs classiques. Vous êtes là en spectateur, car oui, il y avait un public, observant l'impératrice du monde connu se préparer à une compétition défiant toute logique politique et sociale. La compétition consistait à déterminer qui pouvait satisfaire sexuellement le plus grand nombre de clients en une seule séance continue. Les règles étaient strictes, aucune longue pause n'était autorisée. Chaque rencontre devait être complète et satisfaisante pour le client, et des juges indépendants vérifiaient le respect des règles. Messaline affrontait Scylla, une prostituée célèbre, forte de nombreuses années d'expérience et d'une réputation légendaire. La compétition a commencé au crépuscule et s'est poursuivie jusqu'à l'aube. Les détails sont trop explicites pour YouTube, mais le résultat fut que Messaline a gagné avec 25 combats terminés, battant Scylla de 3 points. Mais voici ce qui me fascine vraiment dans cette histoire. Je ne pense pas que Messaline ait agi ainsi uniquement pour le plaisir ou pour démontrer sa supériorité sexuelle. Je pense qu'elle poursuivait un objectif politique plus profond. En vainquant les prostituées les plus célèbres de Rome sur leur propre terrain,
Messaline envoyait un message très clair à toute la société romaine. Je n'ai pas seulement le pouvoir politique, j'ai une domination absolue sur tous les aspects de l'expérience humaine, y compris ceux où les autres femmes se croient supérieures. C'était une forme de propagande psychologique. Tout Romain qui entendait cette histoire devait composer avec l'image de l'impératrice surpassant les meilleures travailleuses du sexe. Cela suscitait une fascination mêlée de terreur qui consolidait son pouvoir comme aucun discours politique ne pouvait le faire. De plus, ces compétitions lui conféraient une crédibilité auprès des classes populaires de Rome, les citoyens pauvres, les affranchis et les esclaves. Il voyait une impératrice qui non seulement ne les méprisait pas, mais participait à leurs activités et respectait suffisamment leurs institutions pour rivaliser avec elles. C'était du populisme sexuel, et cela fonctionnait. Mais c'était aussi le signe que Messine perdait le sens des limites de ce que le pouvoir politique pouvait tolérer. Il y avait des limites que même une impératrice ne pouvait franchir sans conséquence, et elle s'en approchait dangereusement. Et nous arrivons maintenant au point culminant de toute cette histoire, la décision qui me donne encore la chair de poule à chaque fois que j'y repense, car ce que je vais vous raconter est tellement absurde, tellement contraire à toute logique politique, que si c'était un film hollywoodien, vous diriez que c'est trop tiré par les cheveux pour être crédible. Mais c'est bel et bien arrivé. Documentée par de multiples sources historiques indépendantes, elle représente le moment où Messaline franchit la ligne entre l'audace brillante et la folie autodestructrice. Nous sommes en 48 après Jésus-Christ. Messaline, qui possédait déjà le plus grand pouvoir sexuel et politique de l'Empire, qui contrôlait un réseau d'espionnage qui aurait fait pâlir d'envie n'importe quel service de renseignement moderne, qui avait démontré sa supériorité sur les prostituées les plus célèbres de Rome, décida qu'il lui fallait quelque chose de plus, une légitimité juridique totale. Et pour l'obtenir, elle y parvint. Un fait qui, encore aujourd'hui, fait débat parmi les historiens, génie politique déguisé en folie, ou pure folie. Elle s'est remariée alors qu'elle était encore mariée à Claude. Je ne plaisante pas. L'impératrice de l'Empire romain a organisé une cérémonie de mariage avec Calucilius, l'un des hommes les plus riches, les plus puissants et les plus beaux de Rome. Mais attendez, ça va encore mieux. Ce n'était pas une cérémonie secrète dans un sous-sol. Ce n'était pas un échange de vœux informels et privés. C'était un mariage romain traditionnel, avec toge blanche, voile safran, sacrifice aux dieux, contrat de mariage signé devant témoins, échange des alliances, banquet de mariage pour des centaines d'invités, et même lune de miel prévue en public à Rome. Pendant que l'empereur était absent, imaginez la scène. Claude était au port de Rome, supervisant des travaux d'agrandissement, effectuant des tâches impériales fastidieuses, examinant des plans d'ingénierie et écoutant des rapports sur les importations de céréales. Et Messaline organisait le mariage du siècle dans la capitale même de l'Empire. Vous êtes invité à cette cérémonie, et votre cerveau ne parvient pas à assimiler ce qu'il voit. Vous assistez à l'échange de vœux de mariage entre l'impératrice du monde connu, vêtue de tous les atours traditionnels d'une mariée romaine, et son mari, l'homme le plus puissant de la planète, à quelques heures de là. C'est là que l'histoire devient véritablement fascinante d'un point de vue psychologique. Certains historiens modernes pensent que Messaline avait été informée que Claude était gravement malade et mourrait bientôt. Si elle était légalement mariée à Silius au moment de cet événement, il pourrait devenir empereur par son intermédiaire, et elle conserverait le pouvoir royal. D'autres pensent qu'elle était simplement devenue si mégalomane qu'elle croyait pouvoir réécrire les lois fondamentales de l'Empire par la seule force de sa volonté. Mais j'ai une autre théorie, et j'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Et si Messaline s'ennuyait simplement, réfléchissez elle avait conquis le pouvoir sexuel, elle avait dominé le jeu politique, elle avait humilié des prostituées professionnelles, elle avait bâti un réseau d'espionnage sans précédent. Que restait-il à faire? Quelle nouvelle limite restait-il à franchir? Eh bien, il fallait défier la loi la plus fondamentale et la plus sacrée de l'Empire, l'autorité matrimoniale absolue de l'empereur. C'était comme un jeu vidéo où l'on avait déjà débloqué tous les succès, vaincu tous les boss finaux et décidé d'essayer les codes de triche interdits pour voir si le système entier allait se briser. Attention, spoiler, le système n'a pas échoué. Mais elle, oui. Calucilius,
son nouveau mari, était un homme fascinant. Il était consul désigné, le deuxième poste le plus important du gouvernement romain après celui d'empereur. Immensément riche, physiquement séduisant et, de la vie générale, sincèrement amoureux de Messaline, il était aussi apparemment aussi naïf politiquement qu'elle était brillante, car n'importe qui doté d'un minimum de bon sens aurait compris qu'épouser la femme de l'empereur, alors que l'empereur était encore en vie, ce qui équivalait à signer son propre arrêt de mort à l'encre d'or. La cérémonie dura toute la journée. Des cortèges parcoururent les rues de Rome, les citoyens hésitant entre applaudir, fuir ou faire semblant de n'avoir rien vu. Des banquets eurent lieu dans plusieurs villas, auxquels participèrent sénateurs et patriciens, contraints de le faire, mais qui rédigeaient probablement mentalement leur testament. Pendant ce temps, des messagers accouraient pour informer l'empereur de ce qui se passait dans sa capitale. Imaginez-vous être l'esclave qui devait courir 25 kilomètres pour annoncer à l'empereur du monde connu que sa femme avait épousé un autre homme? Car oui, quelqu'un devait s'en charger et s'attendait probablement à être crucifié pour avoir apporté de mauvaises nouvelles. La réaction de Claude fut le péché. Imaginez quelqu'un qui. Il a été sous-estimé toute sa vie, il est arrivé au pouvoir presque par hasard, il dépendait entièrement de sa femme pour gérer la politique sociale de l'Empire et soudain il découvre que cette femme non seulement le trahit, mais essaie fondamentalement de le détrôner en utilisant la méthode la plus humiliante possible. Les historiens disent que Claude n'en revenait pas. Il n'arrêtait pas de demander à ses conseillers, mais est-elle toujours ma femme? Suis-je sûr d'être toujours empereur? Est-ce vraiment le cas, ou s'agit-il d'un cauchemar élaboré? C'était comme si son cerveau s'était temporairement éteint pour se protéger du traumatisme psychologique lié à l'ampleur de la trahison. Mais Claude, l'empereur bègue, toujours considéré comme le fou de la famille, allait prouver qu'en matière de survie politique, il n'était pas aussi naïf qu'il le paraissait. Ce qui s'est passé après le mariage secret de Messaline est une leçon magistrale sur la façon dont le pouvoir fonctionne réellement lorsque les institutions sont ébranlées. Car Messaline n'agissait pas seule dans cette affaire. Et lorsque la situation s'est dégradée, tous les alliés qu'elle avait cultivés au fil des ans ont dû prendre une décision rapide et périlleuse. Ils ont soutenu l'impératrice rebelle, qui s'était révélée brillante, mais qui venait de commettre la plus stupide erreur politique de l'histoire romaine. Ou bien ils se rallièrent à l'empereur trahi qui contrôlait les légions. La réponse nous dit tout ce que nous devons savoir sur la nature humaine lorsque le pouvoir absolu est en jeu. Les libertins, ces anciens esclaves qui dirigeaient la bureaucratie impériale et avaient été les principaux bénéficiaires du système messalinien, se rangèrent immédiatement du côté de Claude, non par loyauté envers lui personnellement, mais parce qu'ils connaissaient l'histoire romaine et savaient que les conspirateurs finissaient généralement par nourrir les poissons du terre. Narcisse, le secrétaire personnel de Claude, était particulièrement prompt à trahir Messaline. Cet homme avait participé à des dizaines de ses fêtes, avait bénéficié directement de ses faveurs politiques et avait bâti sa carrière grâce aux relations qu'elle lui avait fournies. Mais au moment de choisir, il n'hésita pas une seconde. Les sénateurs qui avaient participé à l'Empire ont soudainement développé une amnésie collective. Des partis. Quel parti? Nous n'allions au palais que pour discuter de philosophie stoïcienne et de politique fiscale romaine. C'était comme regarder des rats abandonner un navire en perdition, sauf que les rats ont au moins la décence d'attendre que le navire coule réellement. Mais le plus fascinant fut la réaction des citoyens romains ordinaires lorsqu'ils apprirent le scandale. Les rumeurs se répandirent dans la ville plus vite qu'un incendie au Circus Maximus. Les Romains eurent la réaction la plus romaine possible. Ils se divisèrent en 3 groupes principaux. Le premier groupe était sincèrement indigné par ce qu'ils considéraient comme une trahison impardonnable des traditions les plus sacrées de l'Empire. Il s'agissait des conservateurs traditionnels qui estimaient que Messaline avait dépassé les bornes et méritait le châtiment le plus sévère. Le second groupe était secrètement impressionné par l'audace de Messaline. Il y avait quelque chose de perversement admirable à posséder un tel pouvoir et à être si sûr de soi qu'on pensait pouvoir réécrire les règles fondamentales de l'univers politique. Mais le troisième groupe, et c'est celui qui m'intéresse le plus, était terrifié par les implications. Si l'impératrice pouvait agir ainsi sans conséquences immédiates, qu'est-ce que cela signifiait pour la stabilité de l'Empire?
Quelles autres règles fondamentales pouvaient être réécrites du jour au lendemain? Pendant ce temps, Henri-Claude souffrait de ce qui fut probablement la dépression nerveuse la plus documentée de l'histoire impériale romaine. Des témoins décrivent un homme qui alternait entre des périodes de déni total. C'est impossible. Et des accès de rage firent trembler ses gardes prétoriens. Mais peu à peu, avec l'aide de ses conseillers les plus avisés, Claude commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple trahison personnelle, mais d'un coup d'État déguisé en mariage. Car si le mariage de Messaline était reconnu légitime par le concile, cela signifiait que son mariage avec Claude était invalide. Et si son mariage avec Claude était invalide, cela remettait en question la légitimité de son règne tout entier. Et si la légitimité du règne était mise en doute, les légions pourraient décider qu'il leur fallait un nouvel empereur. Ce fut un effet domino politique qui aurait pu se terminer par une guerre civile et détruire l'empire. Une fois que Claude eut compris la véritable ampleur de la crise, il fit ce que tout empereur romain aurait fait. Il déclara Messaline et Silius ennemis de l'État et mobilisa des troupes pour les arrêter. Mais voici ce qui me fait encore froid dans le dos. Messaline ne s'enfuit pas de Rome, elle ne se cacha pas, elle ne demanda pas pardon, elle ne chercha pas à négocier. Au lieu de cela, elle fit quelque chose qui aurait fait pleurer les dieux grecs de la tragédie, elle organisa une dernière fête. Ce que je vais vous raconter est tellement cinématographique que cela semble sortir tout droit d'un film de Tarantino réalisé par Federico Fellini. Mais c'est documenté par de multiples sources historiques indépendantes et représente l'un des moments les plus surréalistes et psychologiquement fascinants de toute l'histoire du pouvoir politique. Alors que les troupes fidèles à Claude marchaient sur Rome avec l'ordre précis d'arrêter Messaline et de la priver d'asile, l'impératrice rebelle décida que si elle devait tomber, ce serait de la manière la plus spectaculaire possible. Elle rassembla ses derniers fidèles et, étonnamment, il en restait encore un certain nombre dans les jardins du Culus, l'un des lieux les plus beaux et les plus décadents de Rome. Ces jardins étaient légendaires, des terrasses de marbre descendant jusqu'à la rivière, des fontaines qui créaient une musique grâce à l'eau courante, des arbres importés de tout l'Empire et des fleurs qui avaient coûté plus cher que le budget militaire d'une province entière. C'était l'endroit idéal pour une dernière fête avant la fin du monde. Imaginez la scène. C'est la nuit du jour le plus long de la vie politique de Messaline. Vous êtes là, comme un invité, sachant que c'est probablement la dernière nuit de votre vie. Mais il y a quelque chose d'hypnotique et d'irrésistible à assister à la fin d'une époque. L'air nocturne est empli de torches et scintillantes comme des étoiles tombées du ciel. La musique coule de source, comme si leur vie en dépendait, car c'est probablement le cas. Le vin est le meilleur que l'on puisse acheter. Les repas sont des créations artistiques qui prendraient normalement des jours à préparer, mais par-dessus tout, on entend quelque chose qui glace le sang, le son lointain, mais de plus en plus proche, des bottes militaires marchant en formation, le cliquetis métallique des armures, le hennissement occasionnel des chevaux de guerre. Les invités sont divisés en 3 groupes clairement définis. Ceux qui pleurent ouvertement, conscients d'avoir signé leur arrêt de mort par leur présence, ceux qui boivent comme s'il n'y avait pas de lendemain, car pour eux, il n'y en a probablement pas. Et ceux qui regardent simplement en silence, fascinés par le fait d'assister à quelque chose qui ne se reproduira plus jamais dans l'histoire. Et au cœur de tout cela, je suis Salé. Les chroniqueurs qui ont survécu pour raconter l'histoire la décrivent comme une femme complètement déconnectée de la réalité, mais d'une manière plus fascinante que pathétique. Elle passa cette dernière nuit à alterner moments de normalité apparente, rire, beuverie et projets d'avenir comme si de rien n'était. Et des épisodes de désespoir total où il se frappait la poitrine, s'arrachait les cheveux et hurlait des malédictions aux dieux. C'était comme si son esprit était entré dans une sorte d'état dissociatif où il ne parvenait tout simplement pas à réaliser que la partie était définitivement terminée. À un moment donné, selon Taxito, Messaline s'adressa à ses invités et prononça un discours qui devait être l'un des monologues les plus surréalistes de l'histoire politique. Elle leur annonça que tout cela était temporaire, que Claude se calmerait et que le lendemain, il serait de retour au palais impérial, riant de tout ce désordre. Certains invités pleurèrent en entendant cela. D'autres partirent discrètement, préférant mourir chez eux plutôt que d'assister à cette nouvelle folie. Mais les plus fidèles restèrent jusqu'au bout. À mesure que la nuit avançait,
les célébrations devenaient de plus en plus frénétiques et désespérées. Comme si chacun cherchait à condenser une vie de plaisir en quelques heures, et peu à peu le bruit des troupes s'amplifia. Ce n'était plus une rumeur lointaine, c'était une présence réelle, immédiate, inévitable. À l'aube, lorsque les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers les arbres des jardins, les troupes arrivèrent. La plupart des invités prirent la fuite aussitôt. Certains furent capturés en courant. D'autres se rendirent, espérant la clémence. Silius, le nouveau mari de Messaline, fut arrêté sans résistance. Les soldats le trouvèrent assis près d'une fontaine, complètement ivre, murmurant des poèmes d'amour en grec. Il fut exécuté le matin même sans cérémonie, comme un vulgaire criminel. Mais avec Messine, les choses étaient plus compliquées, car malgré tout ce qu'elle avait fait, toutes les limites franchies, toutes les humiliations causées, Claude hésitait encore sur ce qu'il devait faire d'elle. Pourquoi? Eh bien, parce que malgré tout, ils avaient eu 2 enfants ensemble, parce qu'elle avait été sa compagne pendant les années les plus importantes de sa vie, parce qu'ils avaient partagé le pouvoir comme aucun autre empereur et impératrice ne l'avait jamais fait auparavant. Et parce que, soyons brutalement honnêtes, il l'aimait probablement encore d'une manière tordue et masochiste, mais les conseillers de Claude savaient que l'hésitation était plus dangereuse que la cruauté dans une situation comme celle-ci. Ce qui s'est passé dans les dernières heures de la vie de Messaline est une de ces histoires qui nous font réfléchir à la nature du pouvoir, de l'amour, de la trahison et de la mortalité humaine. C'était un ordre codé que n'importe quel soldat romain aurait parfaitement compris. Le centurion arriva au jardin alors que le soleil était déjà haut. La plupart des invités avaient fui ou avaient été arrêtés. Les jardins, qui avaient été la veille le théâtre de la fête la plus décadente de l'histoire romaine, ressemblaient maintenant à un champ de bataille après une défaite. Il trouva Messalino. Car ce qui était en jeu n'était pas seulement la vie d'une femme, mais le précédent de ce qu'une impératrice pouvait faire sans en subir les conséquences. Claude, entouré de ses conseillers les plus fidèles, traversait probablement le moment le plus difficile de sa vie. Il devait décider du sort de la femme avec laquelle il avait partagé des années de pouvoir, d'intimité et de complicité politique. Ses conseillers lui présentèrent les arguments très clairement. S'il pardonnait à Messaline, il laisserait entendre qu'une impératrice pouvait humilier publiquement l'empereur sans en subir les conséquences. Cela créerait un précédent que les futures épouses impériales pourraient utiliser pour défier l'autorité masculine au cœur même du système politique romain. Mais s'il l'exécutait, il tuerait la mère de ses enfants, celle qui l'avait aidé à naviguer dans la politique impériale lorsqu'il était considéré comme incompétent, et celle qui connaissait le mieux ses faiblesses et ses forces. La situation était désespérée sur le plan émotionnel. Tandis que Claude s'interrogeait sur la conduite à tenir, Narcisse, son secrétaire personnel et l'un des libertins les plus rusés de la cour, prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire. Sans consulter l'empereur, il envoya un centurion de la garde prétorienne au jardin du Culus avec des ordres très précis, trouver Messaline et résoudre la situation. Cœur des jardins, près de la fontaine principale. Elle était seule, encore vêtue des vestiges de sa robe de bal, mais il ne restait rien de la femme puissante et autoritaire qui avait dominé la politique romaine pendant des années. Les témoins survivants ont décrit une femme qui semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en une seule nuit. Ses cheveux, qui avaient toujours été sa fierté, étaient en désordre et sales. Son maquillage avait coulé, créant des rides sombres sur ses joues. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable, mais lorsqu'elle vit le centurion approcher, Messaline fit quelque chose qui me donne encore la chair de poule. Elle se leva, retrouva momentanément sa dignité impériale et lui parla comme si elle était encore l'impératrice du monde connu. Elle ne supplia pas pour sa vie, ne rampa pas, ne tenta ni de négocier ni de corrompre. Au lieu de cela, elle demanda au centurion de lui laisser le temps d'écrire une dernière lettre. Le soldat, qui s'attendait probablement à trouver une femme hystérique implorant sa clémence, fut si impressionné par sa dignité qu'il accéda à sa requête. Messaline écrivit cette lettre assise au bord de la fontaine, à l'aide d'une tablette de cire trouvée dans les jardins. Elle y écrivit pendant près d'1 heure, effaçant et réécrivant plusieurs fois. Personne ne sait exactement ce que contenait la lettre, car Claude la brûla sans la lire lorsqu'elle lui fut remise.
Mais les historiens spéculent depuis des siècles sur son contenu. Certains pensent qu'il s'agissait d'une confession par laquelle Messaline reconnaissait ses erreurs et demandait pardon. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une justification, expliquant les raisons politiques de ses actes. Certains suggèrent même qu'il s'agissait d'une ultime menace, révélant des secrets qui pourraient détruire Claude s'ils étaient rendus publics. Mais j'ai ma propre théorie. Je pense que c'était une lettre d'amour. Je crois que Messaline, dans ses derniers instants, a écrit sur les années qu'elle avait partagées avec Claude, sur la complicité politique et personnelle qu'ils avaient développée, sur les moments de véritable intimité qu'ils avaient vécus au milieu de toutes les manipulations et de tous les artifices du pouvoir. Je pense que cela lui rappela celui qu'il avait été avant de devenir empereur, et celle qu'elle avait été avant de devenir le monstre politique qu'elle est devenue. Après avoir terminé sa lettre, Messaline remit la lettre au centurion et lui confia un dernier message verbal pour Claude. « Dis-lui que je ne regrette rien, si ce n'est de ne pas avoir été assez audacieuse. » Après cela, selon toutes les sources, Messaline se suicida avant que le centurion ne puisse l'exécuter. Elle mourut à 30 ans, la même où elle avait organisé tant de fêtes légendaires, entourée de la beauté qu'elle avait toujours aimée, mais complètement seule. Son dernier acte fut de priver ses ennemis de la satisfaction de la tuer. Même morte, Messaline garda le contrôle. Alors, après tout ça, après avoir traversé ensemble cette histoire de pouvoir, de sexe, de trahison et de mort, que pouvons-nous vraiment apprendre de la vie et de la mort de Valeria Messalina? Car ce n'est pas seulement l'histoire d'une femme puissante qui a perdu le contrôle. C'est quelque chose de bien plus profond, de plus complexe et de plus dérangeant. Messaline représente quelque chose que nous voyons encore aujourd'hui, et que nous verrons probablement toujours. Tant que des êtres humains auront accès au pouvoir. Que se passe-t-il lorsqu'une intelligence exceptionnelle, une ambition débordante et une absence totale de limites morales se retrouvent en position de pouvoir absolu? Elle n'était pas mauvaise au sens classique du terme. Il ne torturait pas les gens pour le plaisir comme Caligula. Il n'incendiait pas des villes sur un coup de tête comme Néron. Il n'assassinait pas ses proches par paranoïa comme Caracalla. Il était pire et plus fascinant. C'était un homme totalement amoral dont les décisions affectaient des millions de vies. Voyez les choses en termes modernes. Nous vivons à une époque où nous célébrons les perturbateurs, les personnes qui brisent les règles établies et remettent en question les normes traditionnelles, les milliardaires de la technologie qui ignorent les réglementations, les politiciens qui promettent de détruire le système de l'intérieur et les influenceurs qui génèrent la controverse pour rester pertinents. Mais Messaline fut la première perturbatrice, et son histoire nous révèle le côté sombre de cette mentalité, lorsqu'elle n'est soumise à aucune limite éthique ou institutionnelle. Pendant des années, Rome a fonctionné selon son double système, formalisme impérial traditionnel le jour, chaos sexuel organisé la nuit. C'était comme si la cité la plus puissante du monde. Finalement, l'empereur qui tenta de restaurer la morale romaine traditionnelle en éliminant l'impératrice immorale finit par être assassiné par sa vertueuse nouvelle épouse. L'histoire est pleine d'humour. Mais au-delà de l'ironie, l'histoire de Messaline nous enseigne quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Le pouvoir absolu non seulement corrompt, mais révèle aussi des aspects de notre personnalité dont nous ignorions l'existence. Messaline n'a pas décidé un jour de devenir un personnage historique scandaleux. Ce fut un processus graduel de petites transgressions qui ont évolué vers des violations majeures des limites, jusqu'à leur disparition complète. Et c'est ce qui devrait vraiment nous effrayer dans son histoire. Avant de terminer cette vidéo et de vous en aller faire ce que vous avez à faire après avoir absorbé 45 minutes d'histoire sexuelle et politique romaine, je voudrais que nous réfléchissions à une question très délicate. Qu'aurions-nous fait à la place de Messaline? Et je ne parle pas ni des scandales sexuels, même si c'est une question intéressante aussi. Avait trouvé le moyen de canaliser ses pulsions les plus sombres, les plus primitives et les plus destructrices à travers une seule personne. Et pendant une période incroyablement longue, cela fonctionna. L'Empire resta stable. Les provinces envoyaient leurs tribus ponctuellement. Il n'y eut aucune rébellion majeure. Les frontières restèrent sûres. Rome prospéra économiquement. C'était comme si Messine avait trouvé le moyen d'évacuer toute l'énergie destructrice du pouvoir absolu,
permettant au reste du système de fonctionner relativement normalement. Mais voici la leçon la plus importante de toute cette histoire, les systèmes fondés sur l'exception personnelle, qui permettent à une seule personne d'agir en dehors de toute règle, sont intrinsèquement instables. Ils peuvent fonctionner avec brio pendant des années, voire des décennies, mais finir par s'effondrer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Et savez-vous ce qui est le plus ironique dans toute cette tragédie? Après la mort de Messaline, Claude épousa Agrippine la jeune, qui se révéla bien plus dangereuse politiquement que Messaline. Agrippine n'organisait pas d'orgies et ne rivalisait pas avec les prostituées. C'était une femme respectable selon les critères romains traditionnels, mais elle empoisonna Claude, installa son fils Néron sur le trône et déclencha une série d'événements qui finirent par entraîner l'effondrement de la dynastie julio-claudienne. Je parle de pouvoir réel. Dès l'instant où vous réalisez que vous pouvez pratiquement tout faire sans conséquences immédiates, si demain vous vous réveillez avec un pouvoir absolu sur des millions de personnes, un accès illimité aux ressources, sans véritable limite légale, sans conséquences institutionnelles pour vos actes, pensez-vous vraiment que vous agiriez fondamentalement différemment? Ou deviendriez-vous progressivement, jour après jour, décision après décision, quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui? C'est une question difficile. Et c'est normal, car l'histoire de Messaline ne se limite pas à la Rome antique, elle touche à la nature humaine profonde, lorsqu'aucune force extérieure ne nous retient. On retrouve aujourd'hui des versions modernes de ce même schéma partout, des PDG de grandes entreprises prennent des décisions qui affectent des millions de vies. Des hommes politiques agissent comme si les règles ne s'appliquaient pas à eux. Les influenceurs disposant d'une audience massive peuvent manipuler les opinions et les comportements sans réelle responsabilité. Ils n'organisent évidemment pas d'orgies dans les palais romains, même si certains scandales modernes s'en approchent. Mais le schéma psychologique est exactement le même. Le pouvoir, associé à l'absence de contraintes institutionnelles, engendre une corruption progressive et inévitable. La différence réside dans le fait que nous disposons d'un élément que les Romains n'avaient pas pleinement développé, des systèmes démocratiques de frein et contrepoids. Mais ces systèmes ne fonctionnent que si nous, citoyens, restons vigilants et participons activement au maintien de ces contraintes. Messaline a pu agir ainsi parce que suffisamment de gens ont décidé qu'il était plus pratique, plus rentable ou plus amusant de fermer les yeux. Ses alliés politiques ont privilégié les avantages à court terme à la stabilité à long terme. Les sénateurs qui participaient à ces fêtes ont privilégié le plaisir immédiat aux conséquences futures. Les citoyens ordinaires ont préféré le divertissement du scandale aux graves conséquences pour leur civilisation. Cela vous rappelle quelque chose? Parce que c'est le cas pour moi. Dites-le moi dans les commentaires. Pensez-vous que l'histoire de Messaline n'est qu'une curiosité du passé? Un sujet à étudier puis à oublier? Ou voyez-vous des parallèles directs avec notre monde actuel? Quelle personnalité moderne, homme politique, homme d'affaires et célébrité vous rappelle-t-elle son pouvoir incontrôlé? Et surtout, que pouvons-nous faire, selon vous, en tant que société, pour éviter que nos propres systèmes de pouvoir ne produisent leur propre version de Messaline? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez consacré 45 minutes de votre vie à cette histoire, c'est que vous appréciez vraiment ce genre de contenu historique approfondi, sans filtre, sans romantisme facile. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et aimez la vidéo pour que YouTube puisse la voir. Je comprends que vous souhaitiez davantage de contenu de ce genre. Et n'hésitez pas à me suggérer dans les commentaires d'autres personnages historiques controversés sur lesquels vous aimeriez que j'enquête, car l'histoire regorge de personnages fascinants, terrifiants, brillants et profondément humains comme Messaline. Chacun d'entre eux a quelque chose de crucial à nous apprendre sur nous-mêmes, sur nos sociétés et sur les dangers éternels d'un pouvoir sans contrôle. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le pouvoir absolu corrompt absolument, mais l'histoire de cette corruption peut être absolument fascinante et nous apprendre tout ce que nous devons savoir sur nous-mêmes.